Bonsoir, dans l'actualité ce soir, les lignes bougent au niveau des négociations entre gouvernement et syndicats. Le fil du dialogue est renoué pour une sortie de crise. Les conclusions de cette rencontre, c'est à Guinée Info. Et puis l'initiative présidentielle de relance de la culture du café arabica commence à prendre forme. Les paysans du Fouta Djallon reçoivent les premières semences et la moisson s'annonce bonne pour cette campagne. Enfin, nous irons à la découverte des 3 belles étoiles de l'année. Mbeba Silla, Junior Kamano et Nouan Kourouma ont décroché le baccalauréat session 2018 avec succès mérite, mais ils ont des petits secrets à partager. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information vers la résolution de la crise du carburant. Comme annoncé, les négociations autour de l'augmentation du prix du carburant à la pompe ont démarré sans condition cet après-midi au ministère de la fonction publique sous l'égide du médiateur de la République entouré des facilitateurs. Autour de la table, on notait la présence des représentants de l'intercentrale syndicale CNTG, USTG, du patronat et du gouvernement. Les différentes parties concernées décident de discuter des problèmes de fond sans préalable. Le médiateur de la République s'est réjoui de l'esprit de compréhension et de sacrifice des uns et les autres pour mettre de tous les égaux à prendre et à bras le corps l'intérêt supérieur de la nation. Mohamed Saïd Fofana est au micro de Baba Kouyaté. On vous l'a annoncé, finalement nous avons la joie d'annoncer que les négociations ont été ouvertes aujourd'hui. Elles vont démarrer effectivement demain et se poursuivre les jours à venir. Donc, chacune des parties a réaffirmé sa volonté de venir autour de la table, de mettre tout sur la table et de discuter sans tabou et de mettre la Guinée au-dessus de tout. C'était vraiment des moments très forts, des discours très forts ont été prononcés. Ça a réjoui tout le monde. Je prie Dieu qu'il protège les négociateurs et qu'au sortir de cet exercice, la Guinée en sort grandie. Merci. Pour être plus complet, les négociations reprennent ce jeudi à 10h. Depuis le réajustement du prix du carburant à la pompe, des manifestations sont signalées à Conakry. Face à cette situation, l'ambassadeur de la Turquie en Guinée appelle les différents protagonistes à plus de responsabilités et prône le dialogue pour enfin sortir de cette crise sociale. Ces propos sont recueillis par Hadi Kamara. La Guinée est un partenaire très important pour la Turquie. C'est pourquoi nous suivons de très près les événements qui malheureusement mettent en danger la paix sociale dans le pays. Vous savez, moi je suis diplomate depuis 26 ans. Mon expérience personnelle dans tous les pays où j'ai servi, ainsi que dans mon pays, m'ont montré que les troubles sociaux n'ont jamais été une solution aux problèmes, qu'elles soient économiques ou autres, ni pour le gouvernement, ni pour la société. Tout au contraire. Les troubles sociaux peuvent même faire fuir les partenaires économiques qui sont en train de vous accompagner pour le développement du pays. C'est pour cela que moi, c'est mon intime conviction, la seule solution possible ne peut être trouvée que par la voie d'un vrai dialogue et pas dans la rue. Je suis totalement convaincue que ce dialogue est possible en Guinée. La revendication des partenaires sociaux, elle est tout à fait légitime. D'autre part, je sais que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour pouvoir maintenir, par exemple, les prix de transport ou des denrées de base. Eh bien, tout cela nous démontre que le dialogue est là, qu'il est tout à fait possible. C'est pour cela que je me permets de lancer par votre intermédiaire un appel à l'apaisement. Il faut reprendre le dialogue, trouver une solution acceptable pour tous et continuer à œuvrer ensemble pour le bien de la Guinée. La Guinée, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais la Guinée est un pays qui présente un énorme potentiel. Ce potentiel est la clé pour la prospérité de ce pays, pour une Guinée prospère qui profiterait bien sûr à tous. Donc le dialogue est le seul recours. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Aimez votre pays, travaillez ensemble pour votre pays. Nous croyons en vous, alors vous aussi vous devez croire en vous-même. Je vous remercie pour m'avoir donné la possibilité de lancer cet appel pour le bien de ce pays que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui m'a accueilli les bras ouverts il y a 3 ans.
Dans le reste de l'actualité, le gouvernement est à pied d'œuvre pour la mise en place d'une stratégie de gestion des déchets solides à Conakry. Ce matin, les acteurs impliqués dans ce processus étaient réunis pour discuter sur les études de faisabilité de cette opération. Hadi Kamara. Le développement d'une ville passe nécessairement aussi par l'assainissement physique et la salubrité des artères principales. Pour faire face à cette problématique de l'assainissement de notre ville de façon efficace et pérenne, le gouvernement veut mettre en place une stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets solides du Conakry. Conakry produit 1200-1300 tonnes de déchets par jour. Et par rapport à ça, pour pouvoir maîtriser ce mécanisme d'abord de production, d'évacuation et de traitement, il faut une stratégie. Grâce à l'appui de l'Union européenne, nous avons, avec l'appui technique du cabinet Louis Berger, nous avons élaboré une stratégie qui vise à professionnaliser la gestion et le traitement des déchets solides à Conakry d'abord, avant qu'on amorce l'intérêt du pays. Sur quoi repose cette professionnalisation des déchets? C'est que dans la phase pré-collecte, c'est-à-dire des ménages au point de regroupement, ce volet va être assuré par les petites et moyennes entreprises. Maintenant, de la phase collecte, transfert, gestion de la décharge avec le nettoyage de la ville de Conakry, nous allons confier ce segment à un opérateur privé qui va être recruté sur la base d'un appel d'offres. Voilà donc le schéma que nous entendons mettre en œuvre. Dans cette stratégie, toutes les dimensions sont intégrées. Il s'agit notamment de la formation des acteurs, du financement des projets d'assainissement, de l'équipement des ONG et de la dotation des moyens financiers et logistiques. L'Union européenne s'est engagée dans le cadre du programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement 2014-2020 à accompagner la Guinée dans ce défi que constitue l'assainissement urbain. La stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets de la ville de Conakry, dont nous parlons aujourd'hui, s'inscrit dans les priorités du programme indicatif national entre la Guinée et l'Union européenne et dans la vision de Grand Conakry 2040, validée par le gouvernement en janvier 2017. Ce schéma d'assainissement de la ville devrait permettre de débarrasser Conakry des tas d'immondices, surtout avec l'implication des élus locaux. À Conakry aujourd'hui, mais aussi à l'intérieur du pays, le problème des déchets est une question nationale de préoccupation prioritaire. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris dès votre prise de fonction et vous y avez mis votre touche personnelle sur les instructions du président de la République, le professeur Alpha Condé. Le plan d'urgence mis en œuvre a certes du mal à résoudre l'épineux problème à cause de sa complexité ci-dessus décrite, mais son initiation est un signal fort, Monsieur le Premier ministre, de votre détermination à en venir avec assurance et certitude à bout. Déjà, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique et ses partenaires ont ciblé un site à Koya. Il s'agit d'en faire un centre d'enfouissement technique dans le cadre de la gestion durable des déchets solides. Au cours de cette rencontre présidée par le chef de gouvernement, Dr Kassouri Fofana a tenu à rappeler l'impérieuse nécessité de rendre propre la ville de Conakry. Il est au micro de Hadi Kamara. C'est véritablement une honte nationale que Conakry soit dans l'état de salubrité. C'est la raison pour laquelle le président de la République m'a demandé d'inscrire au titre des priorités du gouvernement cette question cruciale d'assainissement. Et je suis heureux de féliciter l'agence pour le travail, l'approche très méthodique. Je suis heureux de remercier chaleureusement nos partenaires de l'Union européenne pour leur participation active à toute cette stratégie. J'ai été très touché lorsqu'au titre du programme d'urgence, nous avons été visités, nous avons entrepris la première opération d'assainissement de la ville. J'ai été très touché de voir à la décharge vos cadres. Ils y vont avec détermination, avec du cœur. Ça m'a touché. Je voudrais vous féliciter.
vous remercier pour l'accompagnement et dire que la stratégie telle qu'esquissée aujourd'hui laisse présager la possibilité de sortir de cette difficulté. C'est vrai, on a encore quelques semaines, voire quelques mois, en attendant que les investissements lourds, le schéma institutionnel soit rodé et que le système périn, donc, qui est l'aboutissement du schéma que le directeur vient de décliner, se mette en place. Faut-il rappeler que l'Union européenne y met de l'argent, beaucoup d'argent, au titre du programme indicatif de la nation, programme indicatif guinéen. Ce montant est conforté avec les ressources de la Banque islamique de développement. Nous parlons globalement de près de 100 millions de dollars, environ 90 millions. Si on y met les ressources du BND, on parle de plus de 100 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent et c'est pourquoi le principe pollueur-payeur comme stratégie doit être à terme la solution. On peut accompagner le programme pour ce départ, mais nous devons faire comme ailleurs ça se fait, mettre un système pérenne de paiement pour que les consommateurs, les industriels, les administrations, tout le monde paye quelque chose de façon que ça ne pèse pas sur le budget. Et puis cette bonne nouvelle pour les paysans du Fouta Djallon, c'est parti pour la transplantation du café arabica dans la région. La campagne est lancée par l'Institut de recherche agronomique de Guinée. La distribution des semences se fera de façon progressive. Cette initiative présidentielle de relance de la culture du café est bien accueillie par les planteurs. On fait le point tout de suite avec Fatima Diallo. Sur cette vaste plaine agricole seront répiqués les jeunes plants du café arabica. La première étape du processus de transplantation se fait ici à Pelel-Bantan, dans la préfecture de Pita. Il se fera progressivement et va toucher 8 préfectures du Fouta. Ceux qui auront besoin doivent venir s'approvisionner à partir du centre de Bareng, à partir de la pépinière. Mais pour que les plants quittent le centre, il faut d'abord qu'on soit rassuré que les lieux de plantation sont techniquement bien préparés. C'est-à-dire d'abord la protection physique pour ces jeunes plants pendant les 2-3 premières années. Il faut encore qu'il y ait un point d'eau pour l'arrosage de ces plants pendant la saison sèche. Et vous savez, un plant doit avoir 1 litre d'eau par jour pour la période de mars-avril. Ensuite, il faut qu'il y ait l'entretien, un suivi parce que c'est des variétés sélectionnées. Dans cette campagne agricole, les planteurs doivent aménager plusieurs superficies. L'objectif est de transplanter le maximum de pieds du café arabica avant la fin des grandes pluies. À compter de ce mois de juillet, c'est la meilleure période pour les transplantations dans les champs paysans. Fin juillet, mois d'août, mois de septembre et début octobre, on aura de la pluie. Ceci va permettre aux plants de se développer dans les champs des paysans. Et puisqu'on a une longue saison sèche, les plants qui seront plantés maintenant pourront résister à la longue saison sèche qui se prépare. Donc nous avons donné l'autorisation à nos camarades, sous la permission du ministère de l'Agriculture, de M. Kanyassi, de la présidence, de commencer à livrer les plants, parce que c'est la meilleure période de transplantation, de plantation dans les champs paysans. Les gens sont prêts pour planter. Toute la population foutanaise. Parce que avant d'arriver à cette initiative, les gens peuvent continuer. Tous les producteurs sont prêts de planter. Ils vont aller chercher ce plat-là
pour planter. Selon les spécialistes, ces variétés de café permettent d'avoir jusqu'à 3 tonnes à l'hectare pendant la récolte, contrairement au café local qui ne produit que 800 kg sur la même superficie. Cette offensive agricole vise à impulser le développement de la culture de café arabica qui a une forte valeur culinaire et marchande. Cette caféiculture qui annonce déjà le bonheur pour tous va aider à créer la richesse sociale et va réduire systématiquement la pauvreté dans notre région. Donc nous, notre rôle, c'est d'inviter les services techniques à accompagner jour pour jour nos agriculteurs, ceux qui feront le choix de faire cette pratique agricole, les accompagner et en conseil agricole, mais ensuite en intrant, pourvu que cette expérience réussisse dans notre région. Ce programme de relance de la culture du café arabica est initié par le président de la République et devrait permettre aux planteurs de générer des ressources et de lutter contre la pauvreté. 1 500 000 plants seront offerts aux planteurs de la Moyenne-Guinée. Bientôt, un micro-barrage hydroélectrique à Bofa. Il sera réalisé sur le fleuve Fatala dans la sous-préfecture de Lisso pour une puissance installée de 72 MW. L'étude de faisabilité a été présentée ce mardi aux autorités en charge de l'énergie. Explication, Nabi Kamara. C'est une micro-centrale hydroélectrique de 72 MW que le gouvernement du professeur Alpha Condé décide de construire sur le fleuve Fatala à Lisso. C'est pour contribuer à l'industrialisation de la région de Boké à partir de cette sous-préfecture de Bofa. Le projet sera réalisé en BOT par la société Green-Lake News Energy. Dans le bassin du Fatala, la technologie régionale est bien développée à l'est de la Grande Faille, mais simple à l'ouest. La zone du projet se situe à l'ouest de la Grande Faille. Les failles à grande échelle dans la zone du projet sont notamment la faille de Bofa, orientée nord-est, et la faille de Fria, orientée nord-ouest. La société chinoise Power China Beijing Engineering Corporation a procédé à la présentation de l'étude de faisabilité de ce projet aux autorités du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Tous les acteurs concernés étaient présents pour critiquer et améliorer la qualité du travail abattu par la société Green Lake News sur le terrain. Le site de Fatala est requis pour l'alimentation non seulement de la zone, mais aussi pour desservir les zones minières que nous avons vers les Bofa, les Boké et peut-être qui sait jusqu'à Gawal. L'excédent d'énergie que nous pouvons avoir sera reversé dans le réseau OMVG qui sera bientôt mis en œuvre. Le barrage de Lisso a une puissance installée de 72 MW avec 2 turbines et le coût du projet est à réviser avec les partenaires privés. Les travaux d'étude de faisabilité du projet de réalisation de la centrale hydroélectrique de Lisso ont duré 9 mois. Respect du contenu local, le sujet était au centre des échanges entre le patronat guinéen et les cadres du ministère des Mines. Autre point débattu, la participation des opérateurs économiques dans le secteur minier en vue de booster la croissance économique du pays. Valérie Talimane, Mohamed Lamine Kaba. Le secteur privé guinéen, un maillon essentiel de développement, est aujourd'hui attiré par le secteur minier. Les mines, qui constituent de nos jours un vecteur de croissance économique dans le monde. L'exploitation de son potentiel dans le pays préoccupe le patronat guinéen, d'où ces échanges sur le contenu local. De la fiscalité à l'accès au marché en passant par l'emploi local, le patronat compte désormais s'investir dans le domaine pour participer activement au développement national. Les doléances, la première des choses, c'est l'accès au marché. Nous avons posé ce problème, nous avons demandé à ce qu'on facilite la sous-traitance et la co-traitance. Parce que la co-traitance facilite le transfert des compétences et la sous-traitance facilite aussi l'accès des marchés. Mais à des niveaux différents, il faudrait que les grandes entreprises, les moyennes entreprises bénéficient de la co-traitance et les petites entreprises de la sous-traitance. Ça doit être un convoi
où il y a les locomotives qui tirent les wagons. Et donc c'est dans ces conditions que nous souhaitons avoir la co-traitance. Les échanges de près de 3 heures auront permis au cadre du ministère des Mines et de la Géologie de mesurer l'ampleur de l'engagement du secteur privé. Des préoccupations sont soulevées. Ce que nous leur avons dit, et nous les avons écoutés, ce que nous leur avons dit principalement, c'est que nous avions comme priorité, d'abord dans le secteur minier, de créer l'activité. C'est vrai, depuis plus de 40 ans, aucune nouvelle mine de bauxite n'était ouverte. Nous l'avons fait, nous avons ouvert de nouvelles mines aujourd'hui. Nous avons des mines d'or qui sont proches d'être ouvertes. La question du conseil local peut maintenant se poser de manière effective. Ce que nous sommes en train de discuter avec eux. Ils ont exprimé leurs besoins, notamment l'accès au marché. Et l'accès au marché qui est un problème fondamental. Comment avoir un contrat avec une société minière qui travaille en Guinée. Ils ont dit en quoi cela leur est difficile. Des fois, c'est une question de capacité. Est-ce qu'à travers une loi ou un acte réglementaire, on peut exiger un pourcentage déjà? C'est vrai que dans le code, cela est plus ou moins pris en compte. Il y a des quotas de part d'entreprises guinéennes dans les fournitures, dans les travaux. Est-ce qu'on peut formaliser cela en demandant aux sociétés minières de donner dans chaque contrat 30%, 40%? On va essayer de voir comment améliorer s'il y a lieu la disposition du code minier. De notre point de vue, cela est déjà suffisant. Ce qui est dans le code déjà peut être suffisant. C'est la première étape d'une série d'échanges prévus avec les départements en constante demande de main-d'œuvre. Elle devra aboutir les prochains jours à la mise en place d'un comité mixte de travail, patronat, ministère des Mines. Il sera composé de 6 personnes qui ont la charge de réaménager les dispositions du contenu local pour encourager les investissements nationaux. Justice, ouverture à Koya et Dubrika des audiences criminelles. Des personnes poursuivies pour des crimes comme le viol, le meurtre et autres seront interrogées sur leur implication dans la commission des infractions. Grâce à l'appui du PNUD, le tribunal de Kindia va examiner toutes ces affaires inscrites au rôle. Tcherno Younoussaba. Dans le but de se rapprocher des justiciables, le tribunal de première instance de Kindia, compétent en matière criminelle, siège dans les justices de paix de son ressort. À Koya et Dubrika, les magistrats vont examiner 8 dossiers criminels sur place. Les criminels présumés sont entendus sur des faits de viol et autres crimes graves comme le meurtre. Ces jugements rentrent dans le cadre de la coopération entre la justice et le PNUD. Un accompagnement qui va aider à lutter contre l'impunité et la détention prolongée des détenus sans jugement. Et puisque nous avons dans ce programme, dans notre portefeuille, ces audiences criminelles, il fallait absolument les tenir d'ici vendredi, et pour que à ce niveau-là, nous bouclions alors ce travail. Et parce que c'est un aspect qui nous est cher, liquider carrément toutes les affaires criminelles dans notre ressort. En marge des audiences, une inspection est menée par le procureur de Kindia dans les services de police et de gendarmerie pour s'assurer du respect du délai de garde à vue. Toutes les plaintes, comme l'a dit, comme le dispose des dispositions du Code de procédure pénale, une fois que les officiers de police judiciaire sont informés de la commission d'une infraction, immédiatement ils m'informent. Et dès que je suis informé, je vais voir la suite à donner à la plainte. Donc je leur donne des instructions et je veille toujours à ce que mes instructions soient exécutées à la lettre. Quelques jours avant les vacances judiciaires prévues pour le mois d'août, le tribunal de première instance de Kindia entend évacuer toutes les affaires en instance de jugement. Au chapitre éducation, une semaine après la publication des résultats du baccalauréat session 2018, nous sommes allés à la rencontre des 3 belles étoiles de l'année dans les profils la sciences sociales, la mathématiques et expérimentales. Vous allez le voir, ces génies en herbe ont tous des mérites à célébrer et des petits secrets à partager. Sur le reportage grand format de cette édition, il est signé Mama Essata Kamara. Devenir le premier de la République en sciences sociales anime Mbemba Sylla depuis toujours. À 18 ans, il vient d'atteindre cet objectif avec succès. Depuis une semaine, c'est avec fierté que sa maman l'accompagne dans ses moindres mouvements. Les amis et l'école célèbrent aussi cette prouesse. Mais pour le jeune prodige, ce n'est que le début d'un grand rêve. C'est en 11e année que j'ai commencé à me préparer parce que j'avais en tête que j'ai un examen national à passer, le baccalauréat unique. Dans l'avenir, je veux vraiment servir d'abord l'humanité, ma nation, mais je veux être
si Dieu le veut bien, un président. Ah oui. Silas Junior Kamano, lui, a l'ambition de devenir le grand médecin guinéen dans quelques années. Pour se rassurer d'y arriver, il s'était lancé le défi d'être parmi les meilleurs avant l'université. Mais Kamano fait mieux, il arrive premier en sciences expérimentales. Modeste, le jeune lauréat qui vit chez son oncle à Conakry, est venu ce matin remercier ses encadreurs à la Cité de l'Air dans Matoto. Je voyais souvent des frères avec ce succès, donc j'avais aussi pour ambition aller dans des grandes nations, étudier, c'était mon souhait. Donc c'était un moyen pour moi parce que mes parents, au fait, ils n'ont pas ce moyen pour que j'aille étudier à l'extérieur. Mais je me suis mis ça en tête de travailler, bosser. Je l'ai fait. Depuis la 11e année, je carburais, je travaillais jusque maintenant en terminale. Et voilà, le fruit est là. J'ai été le premier de la République. À la différence des deux premiers lauréats, Nwankouruma est le symbole de l'excellence à l'intérieur du pays. Depuis Cancan, il a surclassé tout le monde en sciences mathématiques, l'option qui cette année a eu plus d'admis. Ce n'est pas une surprise parce que pour être premier de la République, j'ai dû boucher très dur. Et cela a commencé il y a très longtemps, je rêvais d'être premier de la République. Donc ce n'est pas une surprise et je suis très content de mon rang aussi. La nouvelle technologie me passionne beaucoup, donc je compte devenir ingénieur ou bien architecte aussi. Sur la route des performances, ces 3 étoiles du système éducatif sont déterminées à réaliser d'autres exploits. L'État et la famille leur offriront les conditions favorables à la concrétisation de leurs rêves d'enfant. Toujours dans le cadre de ce baccalauréat 2018, nous allons aussi à la découverte d'un établissement qui s'est démarqué par son taux élevé de réussite. Situé au quartier Imbaya, cette école privée célèbre ses nombreux lauréats. Notre rédaction partage aussi ce moment de gloire à travers ce reportage de Bernard Tonguino, Aboubakar Sidiki Souma. Le groupe scolaire CEMIG est l'un des établissements du pays à surprendre par le taux élevé de réussite cette année. 78% d'admis au baccalauréat session 2018, toutes options confondues. Au-delà du succès en termes de nombre d'admis, l'école compte 15 lauréats. Les deuxièmes de la République en sciences sociales et en sciences mathématiques et le troisième en sciences expérimentales sont tous de cette école. Je tiens d'abord à remercier tous les professeurs qui m'ont assisté à obtenir ce résultat parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. L'année n'a pas été du tout facile. On a bossé durant 9 mois. C'était un objectif fixé. Lors des vacances, je me disais que je cherche le lauréat. Je cherche à être parmi les lauréats. Et Dieu a accepté mes prières. Comme on aime souvent le dire, il faut toujours viser la lune. Là, au cas où tu rates, tu es toujours parmi les étoiles. Donc j'avais pour objectif d'abord être premier de la République. Mais comme ça n'a pas été le cas, c'est retrouver troisième aussi de la République, ce n'est pas une fatalité. Bon, je suis encore fier de moi, je suis dans l'euphorie. Ces succès enregistrés au baccalauréat 2018 confirment une réputation de plus en plus forte. Depuis plus de 10 ans, cet établissement produit des lauréats de la République. La rigueur pédagogique du personnel enseignant est bien connue dans la capitale. Chaque semaine, chaque samedi, il y a des cours modèles, les cours en pédagogie. Et ici, on reçoit tous les élèves. On peut recevoir des élèves de niveau faible, de niveau moyen et fort. Dès que les élèves, on catégorise tous les élèves qui ont le niveau faible, il y a un groupe d'enseignants où on donne un système d'enseignement pour pouvoir transformer ces niveaux faibles en niveau moyen. Et lorsqu'on atteint ce standing, on passe encore à un autre groupe d'enseignants qui tentent de transformer ceux qui ont le niveau moyen en niveau très fort, en niveau fort. Et ainsi, nous jugulons. Et à l'enceinte de ces MIG, il y a des évaluations spéciales pour toujours, parce que l'objectif, ce n'est pas avoir des admis, mais avoir des candidats bien placés. Pour maintenir ces caps, le promoteur de l'établissement compte poursuivre son investissement par l'organisation des cours de révision gratuites en faveur de tous les élèves de l'établissement. Moi, dans mes écoles, voilà le secret de la réussite.
1. Les cours de conférence que les enfants voient de 8h à 14h sont munis des exercices d'application. Et ces exercices d'application-là ne permettent pas la consolidation des connaissances. Puisque chaque année nous faisons les états généraux des écoles sémiques, la commission a exigé à ce que les cours de travaux dirigés soient là. La fondation, chaque année, a dégagé un montant de 50 millions, mettre à la disposition des enseignants pour ne pas qu'un élève me dise que mes parents n'ont pas de moyens, je n'ai pas pu suivre ces cours-là. Et nous commençons ces cours-là dès le lendemain de l'ouverture des classes. Avec 100% d'admis à l'examen d'entrée en 7e année, 95% au BEPC et 78% au baccalauréat, cette école aura réussi à se démarquer de la majorité des établissements frappés par le taux d'échec aux examens nationaux, session 2018. Et puis de son côté, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation bénéficie à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes d'un centre d'innovation pédagogique, un centre qui va former près de 1500 jeunes diplômés, soit près de 500 par an. Daouda Tabansila, Al-Hassan Tondon Kamara. Le projet BOSEJ, Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, est une initiative du gouvernement de la Troisième République. Il vise à améliorer la qualité de la formation et de son adéquation aux besoins du marché de l'emploi. L'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, s'inscrit dans cette dynamique. La mise en place d'un centre d'innovation pédagogique pour l'autonomisation et l'employabilité de ses diplômés vient répondre à cette préoccupation. Placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, cette nouveauté dans l'enseignement vise à rendre productif chaque diplômé après son cursus universitaire. Ce projet a déjà commencé à insuffler une nouvelle dynamique. Déjà, grâce à ce projet, nous avons créé la licence appliquée en technologie de l'information et de la communication dans l'éducation à l'ISFAD, à Gamal, qui est en cours. Nous avons aussi d'autres projets, puisqu'il y a près de 14 sous-projets comme celui-là, pour permettre aux jeunes de pouvoir mieux se former, mieux apprendre pour être employables rapidement. Financé à hauteur de 400 000 $ par la Banque mondiale à travers l'Association internationale pour le développement, IDA, ce projet de centre d'innovation pédagogique a plusieurs composantes. Plusieurs universités devraient bénéficier de ce programme. La première composante, c'est le fonds compétitif qui permet de qualifier le système éducatif dans son ensemble, notamment c'est dans ce cadre qu'on finance l'ISEG. Et la composante 2, c'est les jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi, que l'État aide à travers le projet pour trouver des stages dans les entreprises ou bien avoir une formation complémentaire. Maintenant, l'ISEG fait partie de ces 17 sous-projets. Nous avons des sous-projets qui financent l'enseignement technique, l'ASCAD, le CFP de Matoto, nous avons l'université, l'ISFAD aussi, et puis nous avons Zéré Corée. Dans l'ensemble, ce projet innovant est accueilli à l'ISEG à bras ouverts. Une fois le centre mis en place, il formera en moyenne près de 500 étudiants par an, une manière d'accélérer leur employabilité. Si, n'est-ce pas, sur 73 projets, notre conceptuel, c'est-à-dire idée de projet, nous avons eu la chance d'être parmi les 14 retenus. Je crois qu'on ne peut être que satisfait. Pour ce qui est des étudiants, le projet est pour eux. Ils sont les premiers bénéficiaires et le projet renforce leur capacité pour les aider à intégrer le marché de l'emploi le plus facilement que possible. Il faut reconnaître que nous avons des problèmes à nous intégrer sur le marché de l'emploi. Donc accueillir ce projet dans notre établissement est un vrai don de Dieu pour nous. Créé en 1991, l'ISEG est l'unique institution d'enseignement supérieur public ayant pour vocation la formation et la qualification des professionnels du système éducatif. Ici, le visiteur est frappé par les rigueurs imposées dans le mode vestimentaire et la propreté de ces installations. À présent, la Guinée en bref, les images sont commentées par Aboubakar Diaby. Tenu à Kindia d'un atelier de réflexion sur les réseaux de maternité qui doivent proposer des soins de service aux femmes enceintes. L'initiative vient du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA.
L'objectif est de mettre en place un réseau de maternités capable de fournir des services obstétricaux et néonataux de qualité. Vous savez qu'en Guinée, on a encore trop de femmes qui décèdent au moment de leurs accouchements. Et ça, c'est pas acceptable. Et le ministère souhaite corriger cette situation. Un des moyens de corriger cette situation, c'est d'augmenter le nombre de maternités capables de prendre en charge les situations d'urgence obstétricale. Validation à Conakry du rapport national sur l'indice de développement et de l'inégalité entre les sexes en Afrique. Le combat pour l'autonomisation des femmes est désormais mené. Le document est élaboré par le ministère de l'Action sociale et ses partenaires impliqués dans la lutte contre la vulnérabilité. Il prend en compte les aspects comme les violences basées sur le genre et la discrimination à l'égard des femmes en Afrique. On devait essayer de trouver au niveau national toutes les données disponibles sur le plan quantitatif et qualitatif concernant 3 volets, disons 4 volets, ça dépend. Il y a l'indice des conditions de la femme et là il y a les volets social, le pouvoir social qui concerne les capacités des femmes et des hommes, le pouvoir économique concernant leurs opportunités en matière de revenus, d'emploi, de salaire, etc. Et le pouvoir politique qui est un peu leur pouvoir d'action, d'agir en matière politique. Pour la bonne compréhension de la foi islamique basée sur la spiritualité et la philosophie en Guinée, les fils de Touba viennent de présenter les œuvres littéraires de leur grand-père, feu Cheikh Abdulgadir Djabi. Ici, au centre islamique de Donka, cette journée d'études et de présentation des ouvrages s'inscrit dans cette logique. L'idée cherche à retracer les faits saillants de Touba afin de prévoir l'avenir. Il y avait des livres qui parlent de langue arabe, d'abord à la base. Donc après, qui parle de l'islam, donc qui parle de tariqa as-soufia, qui parle aussi des philosophies en islam. Donc il y a beaucoup de livres aussi qui restent, qui n'ont pas été faits, qui n'est pas encore fait. Donc à partir de maintenant, on va faire tout, n'est-ce pas, pour faire sortir ces livres-là aussi. Les nouvelles du monde sous forme de télégramme, tout d'abord en France où l'Élysée est acculé sur l'affaire Benalla, mais le champion d'En Marche ne faiblit pas et dit assumer l'incident sur toute la ligne. Pendant ce temps, le peuple du Cambodge s'apprête à vivre des élections législatives sous haute sécurité ce dimanche. Ces nouvelles ainsi que d'autres au menu de cette actualité internationale sont commentées par notre reporter Habib Thiam. Jamais dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé. Après plusieurs jours de silence face à l'affaire Benalla, Emmanuel Macron sort de sa réserve. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi et moi seul, martèle le président français devant des députés de la majorité présidentielle lors d'un pot de fin de session parlementaire. L'opposition crie toujours au scandale et exige toute la lumière sur cette affaire qui défraie la chronique. Et a été pour moi. En Thaïlande, les enfants miraculés d'une grotte inondée se préparent à effectuer une retraite de 9 jours dans un temple bouddhiste. Cette étape devrait les conduire à la vie normale après avoir passé plus de 2 semaines sous terre et dans des conditions délicates. Un plongeur avait même perdu la vie au cours des opérations de sauvetage. Des centaines de disparus au Laos suite à l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction. Au moins 6 villages ont été submergés, faisant plusieurs morts et des centaines de disparus dans ce petit pays de l'Asie du Sud-Est. 6600 personnes sont sans abri, indique l'agence officielle du Laos.
Et puis cette bonne nouvelle, le bureau de presse de la présidence de la République informe que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, va recevoir en audience dans les prochains jours les lauréats du baccalauréat session 2018. Le programme sera communiqué par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À retenir, ce soir, cet après-midi, le syndicat a exhorté le médiateur de la République à l'ouverture des négociations avec le gouvernement sans condition préalable. C'était tout pour cette édition réalisée par Komara Moussa au cadrage. Il y avait Mohamed Lamine Kamara. Merci à l'équipe technique de Mohamed Lamine Silla. À demain dans Guinée Info Première. En attendant, bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain.